Salut à tous, vous êtes sur Unlocked, l'émission qui décrypte les entreprises. Aujourd'hui, on est de retour en plateau pour accueillir Eiffage, groupe de construction et de concession français. Et pour m'accompagner dans cette émission, je suis avec deux collaborateurs du groupe Eiffage, à commencer par Valérie, directrice du développement durable et de l'innovation transverse. Bonjour Valérie. Bonjour Marion. Et on est également avec Franck, directeur des ressources humaines au sein d'Eiffage Construction. Bonjour Marion. Ça va ? Ouais. Bon, merci à tous les deux de participer à ce nouveau numéro de Unlocked et bienvenue à ceux qui nous regardent aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Job Teaser ou encore à nous suivre sur Instagram, jobteaser_fr pour découvrir tous les contenus à venir. Alors, si nous sommes avec Valérie et Franck aujourd'hui, c'est parce que Eiffage est à la conquête de ces nouveaux talents, mais pas que. Le développement durable fait aussi et plus que jamais partie des préoccupations du groupe aujourd'hui. On en parle dans quelques instants, mais avant, présentation de Eiffage en mode express, c'est le pitch me that. Allez Franck, je vais te donner la parole. Le principe est très simple, présenter Eiffage en 1 minute chrono. Ça va ? 1 minute, c'est court. Eiffage, alors c'est 72 000 collaborateurs, 8 métiers, avec le bâtiment, l'aménagement, la promotion, le génie civil, la route, les énergies et les concessions, tu en as parlé tout à l'heure. Les collaborateurs, notre activité est à peu près à 25% à l'international. Et à partir de ce périmètre, on exploite toute une diversité de métiers, d'implantation, tant en France qu'à l'étranger, pour offrir des opportunités à tout le monde. Bon, super, il restait une trentaine de secondes. Ah oui, d'accord. On a été express pour le coup. Tu vois, parfait. Exactement, j'ai fait court. Merci beaucoup Franck. Du coup, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet maintenant, puisque le groupe Eiffage s'est donné un défi de taille, adopter une croissance durable pour contribuer à la transition écologique du BTP. Alors, comment réduire son empreinte carbone quand on s'appelle Eiffage ? Quels sont les impacts sur les métiers et les collaborateurs de l'entreprise ? Valérie et Franck sont là pour répondre à toutes ces questions et donner leurs meilleurs conseils pour bien postuler chez Eiffage. C'est parti. Alors Valérie, Franck, l'émission que nous faisons aujourd'hui ensemble s'adresse aux professionnels de demain, vous le savez, des jeunes qui sont actuellement étudiants ou qui sont tout juste diplômés. Du coup, est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi vous, collaborateurs du groupe Eiffage, vous avez décidé de venir sur ce plateau pour leur parler de développement durable et de stratégie bas carbone ? Oui, moi je peux commencer si vous voulez. Bon, d'abord, on ne s'est pas levé un matin en disant développement durable. Ça fait quand même plus de 12 ans, presque 14 ans maintenant, qu'on a une stratégie carbone, une stratégie de préservation de la biodiversité et une stratégie en économie circulaire. C'est les 3 grands piliers. Maintenant, ce qu'on remarque, si vous voulez, c'est que la situation environnementale s'est dégradée. Et surtout depuis la COP21, donc depuis 2015, on a remarqué, et c'est tout à fait légitime, que les gens qui postulent chez nous, les futurs recrues, sont extrêmement impliqués, se sentent directement concernés par les enjeux planétaires et souhaitent que leur expertise, leur savoir-faire, les études qu'ils ont poursuivies avec succès puissent servir quelque part à réconcilier leurs intérêts professionnels et leurs intérêts personnels, notamment pour les ingénieurs par exemple, pouvoir chercher des solutions pour réduire l'empreinte carbone du groupe, trouver des solutions de substitution sur certaines pratiques ou process métiers, et puis pour les fonctions support, tout le monde est concerné, les acheteurs, les logisticiens, les informaticiens, les juristes, et donc chacun peut apporter sa pierre à la transition écologique du groupe. Et ça, je pense qu'ils l'ont bien compris, et c'est pour moi, en tout cas, un grand plaisir de constater que le développement durable et la RSE, qui à une époque était considéré un petit peu comme un accessite, c'était un petit peu... j'avais tendance, je vous disais tout à l'heure, Marion, en préparant l'émission, on a vécu les périodes ridicules, rejet évident, c'est-à-dire à une époque, on était ridicule, les gens disaient ok, d'accord, bon, dès qu'elle a fini son discours, on revient aux choses sérieuses, on va parler argent. Après, on a suscité un peu le rejet parce que les gens considéraient qu'on les empêchait de faire des affaires. Et puis maintenant, c'est une évidence parce qu'il n'y a que la croissance soutenable qui peut nous permettre de pérenniser les activités de l'entreprise dans la situation actuelle. Et en fait,
dans le BTP, on émet des gaz à effet de serre, mais on a beaucoup de solutions pour être des contributeurs nets à la ville durable et à la résilience des infrastructures. Et ça, c'est vraiment très important de le dire aujourd'hui avec vous, Marion. Les jeunes qui aujourd'hui veulent contribuer à construire la résilience des villes et des infrastructures dans une société apaisée et solidaire, eh bien, c'est en tout cas le projet qui est porté au plus haut niveau chez nous, chez Eiffage. Alors, depuis plusieurs années, c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui communiquent sur leur engagement en matière de développement durable, avec parfois l'impression qu'il s'agit plutôt de redorer leur image ou d'obéir à certaines obligations légales, plutôt que d'avoir une vraie stratégie authentique RSE. Or, du coup, voilà, qu'en est-il du groupe Eiffage et quelle est concrètement votre stratégie en matière de développement durable ? Alors la stratégie, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a 3 piliers, réduction de l'empreinte carbone, économie circulaire, préservation de la biodiversité, parce que nos métiers sont physiques. Ils ont une interaction avec le territoire. Et donc, on ne peut pas se permettre d'y laisser des traces, des cicatrices. Bien au contraire, souvent j'ai tendance à dire, on doit passer de l'aménagement du territoire au ménagement du territoire. Et ça, on est capable de le faire. Et je vous assure qu'aujourd'hui, les savoir-faire existent déjà. Ce qu'on veut, c'est que les activités qui sont climato-compatibles représentent de plus en plus un chiffre d'affaires conséquent pour décarboner d'ici 2030 le chiffre d'affaires du groupe Eiffage. Vous avez dit un mot, Marion, vous avez parlé de communication. Alors là, j'ai tendance un petit peu à vous alerter sur le terme communication, parce que ceux qui communiquent le plus ne sont pas ceux qui en font le plus. Si vous pouvez me permettre cette petite blague, j'avais un patron qui disait « Nous, chez Eiffage, on ne fait pas 3 mètres cubes de neige avec un œuf ». Donc moi, je conseillerais aux étudiants et aux jeunes diplômés qui nous regardent d'aller vérifier les communications qui sont réglementaires, notamment la déclaration de performance extra-financière, ce qu'on appelle la DPEF, qui est publiée chaque année dans le rapport annuel du groupe. C'est normé, tout ce qu'on doit y mettre est défini par décret d'application. Et donc, une entreprise qui fait beaucoup de buzz, quand on veut vérifier la réalité, on regarde sa DPEF. On peut regarder aussi des éléments comme les rapports sur les risques climatiques qui sont établis selon des référentiels mondiaux, notamment le référentiel dit de la TCFD. Donc, moi, je conseillerais vraiment, si on veut savoir si une entreprise, pour dire les choses crûment, fait du greenwashing ou a une vraie stratégie de transition écologique de son business model, d'aller regarder dans ces documents-là qui passent sous l'œil des commissaires aux comptes et qui sont validés pour certains en Assemblée générale. Alors, je vais me permettre de poser une question peut-être un petit peu piquante, Franck, Valérie. Le BTP, par définition, c'est l'un des secteurs d'activité qui a le plus d'impact néfaste sur l'écologie. Or, du coup, comment on fait pour trouver des solutions quand, quelque part, on est un peu à l'origine du problème ? Oui, alors, je vais vous donner un exemple concret. Voilà, je vais vous donner un exemple concret. Vous voyez, par exemple, dans le groupe Eiffage, on a beaucoup de carrières. On a une centaine de carrières, dont des carrières de calcaire avec lesquelles on fait de la chaux. La chaux, c'est un produit qui existe depuis 6000 ans, mais qui est totalement indispensable aujourd'hui. On n'a pas de substitut à la chaux, sauf que pour fabriquer la chaux, il faut cuire le calcaire et vous provoquer une réaction chimique qui émet des gaz à effet de serre. Et d'ailleurs, nos usines de chaux sont soumises au quota européen d'émissions. Ce qu'on peut faire, c'est les vendre. Et puis du jour au lendemain, je pourrais vous dire « j'ai réduit de 20% mes émissions de gaz à effet de serre parce que j'ai vendu les usines de chaux ». Est-ce que c'est pertinent ? Parce que la chaux, elle va venir d'ailleurs. Les premiers producteurs de chaux au monde, c'est la Russie et c'est la Chine. Là-bas, je crains que ça soit fabriqué selon peut-être, il me semble, une absence totale de normes sociales et environnementales. Mais si nous, on considère que c'est de notre devoir d'aller capter le carbone en sortie de four à chaux et avec ce carbone d'en faire quelque chose, notamment booster la photosynthèse des maraîchers qui ont des productions locales sous serre, ou bien de réinjecter ce carbone dans des bétons déconstruits pour leur restituer des qualités physiques et augmenter leur recyclabilité, ça a beaucoup de sens. J'ai préservé un emploi sur le territoire, je sors une chaux qui est bas carbone, et en plus de ça, j'ai évité ce que les économistes appellent les fuites de carbone à l'étranger. Parce que si je ne le fais pas alors que la chaux est indispensable, il faudra bien qu'elle vienne de quelque part et elle viendra de l'étranger. Et là, elle va beaucoup émettre parce qu'il n'y a pas de réglementation. Donc vous voyez ce que je veux dire ? On a bien évidemment une totale... on passe en revue complètement tous nos process. Et vous vous doutez bien que ce qui était le plus simple, notamment la substitution des énergies fossiles par des énergies renouvelables, on l'a déjà fait. On est en train aussi de beaucoup travailler sur l'économie
l'économie circulaire, je vous donnais l'exemple des bétons déconstruits. Il faut savoir que le premier matériau au monde le plus exploité après l'eau, c'est le sable. Et donc, nous, ce qu'on souhaite, c'est que les millions de mètres cubes de béton qui sont mis en œuvre et que nous allons déconstruire quand il faut rénover des bâtiments, rénover des villes, puissent devenir des matières premières. Ça, c'est par exemple une piste très attractive pour réduire la pression sur les ressources naturelles et limiter les émissions de gaz à effet de serre, puisque ce béton, on réinjecte du carbone dedans. Le troisième élément, et ça me semble très important, c'est que le BTP est directement contributeur à la résilience des infrastructures et des villes, c'est-à-dire à l'adaptation de nos infrastructures aux conséquences avérées du dérèglement climatique. Les renforcements de digues, les mises hors d'eau d'un certain nombre d'équipements, mais également la restauration de milieux qui ont été pollués, la renaturation de zones qui ont été défrichées, ce qu'on appelle le génie écologique, qui devient vraiment un métier d'avenir avec une progression à 2 chiffres du chiffre d'affaires annuel du génie écologique. Tous ces sujets-là font partie je dirais, de l'écosystème des métiers du BTP. Alors le groupe Eiffage est composé de plus de 70 000 collaborateurs, tu l'as dit Franck tout à l'heure. Ça fait donc beaucoup de monde à sensibiliser sur vos actions pour la planète. Est-ce qu'il y a des métiers qui sont plus concernés que d'autres par ces sujets-là? Et plus globalement, comment sont formés vos collaborateurs à cette transition écologique? Alors vous avez des éclaireurs en fait par rapport à ça, et notamment les éclaireurs et les éclaireuses, ce sont les équipes de Valérie justement qui, en termes d'innovation transverse, en termes de partage d'expérience, finalement ont un peu une longueur d'avance avec pas mal d'expérimentations aussi finalement qui sont lancées. Et après finalement c'est à chaque métier avec des objectifs qui sont fixés par le groupe dont a parlé tout à l'heure Valérie, qui justement doit mettre en œuvre finalement à l'intérieur de toute sa filière, que ce soit du commerce à la production et à la maintenance aussi des équipements, finalement la prise en compte de ces impératifs et de ces exigences en matière de plan climat, plan carbone par rapport à ça. Donc en fait, il y a toute une sensibilisation aujourd'hui des équipes, majoritairement fait par les équipes de Valérie justement, en termes de mobilisation, de sensibilisation, information, formation, et puis après ça va se décliner à travers d'expérimentations, puis une fois que ces expérimentations finalement sont validées, peuvent être déclinées, pérennisées, validées, généralisées finalement à l'ensemble. Voilà. Ça va, Valérie a parlé des carrières, il y a la route aussi de la même manière, où il y a des vrais process, il y a des vraies choses qu'on peut mettre en valeur. On parle de recarbonatation des bétons, et là il y a des expériences sur des chantiers de bâtiments. En matière d'énergie, il y a des nouveaux systèmes aussi de régulation, ou générer des énergies renouvelables comme le photovoltaïque. Chaque métier finalement a ses spécificités, et un collaborateur finalement, quelle que soit sa voie, quelle que soit sa filière, trouvera en tout cas l'opportunité de mettre en pratique, de réfléchir, d'innover et de vivre au quotidien, je crois, ces adaptations. Bon, merci beaucoup Valérie, Franck pour avoir répondu à toutes ces questions. J'en ai pas fini avec vous, puisqu'on l'a dit en début d'émission, vous êtes également à la recherche de vos futurs jeunes talents. Alors comment on fait pour bien postuler chez Eiffage? C'est l'heure de délivrer vos meilleurs conseils dans les Tips to be on top. Alors Franck, je rappelle que tu es directeur des ressources humaines chez Eiffage Construction. Du coup, est-ce que tu pourrais nous dire déjà quel type de poste et de contrat, donc CDI, alternance, stage, vous recherchez et à partir de quand on peut postuler chez Eiffage? Voilà. Alors moi, je ne parle pas seulement au titre d'Eiffage Construction, je suis aussi en charge de tout ce qui est relations école, recrutement au sein du groupe. Par rapport à ça, donc aujourd'hui, il faut avoir en tête qu'au niveau des CDI, c'est 96% des collaborateurs du groupe. Donc on recherche des CDI par rapport à ça. Et puis après, les voies sont très différentes pour accéder à un CDI. Ça peut être au travers d'un TFE qui se transforme après en contrat, une alternance, ou alors directement quand on a un peu d'expérience par rapport à ça. Donc nous, on est focusé CDI par rapport à ça. En termes de métiers, aujourd'hui, vous avez vu la diversité des métiers que j'ai cités tout à l'heure. Les innovations qu'a citées finalement Valérie, c'est qu'aujourd'hui, finalement, tous les métiers aujourd'hui recherchent des jeunes ou des moins jeunes, justement, par rapport à ça, des hommes et des femmes. Par rapport à ça, on a aussi un fort engagement sur justement cette implication de féminiser nos métiers pour justement faire en sorte d'être plus attractifs et de démontrer finalement que les femmes peuvent tout à fait s'épanouir dans un groupe de BTP et de concessions. Et à partir de là, franchement, les opportunités sont possibles, quoi. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire maintenant quels sont les prérequis impératifs, je dirais, à avoir, formation, soft skills, quand on candidate chez vous?
Alors, il n'y a pas de formation particulière. Quand on parle d'énergie, quand on parle de route, quand on parle de bâtiment ou d'aménagement, les formations sont très diversifiées. On ne peut pas parler spécifiquement d'ingénieurs, on a aussi besoin d'urbanistes, de sociologues, de gens qui ont des formations justement différentes, qui vont apporter un regard différent, et c'est cette diversité qui va enrichir l'entreprise. Et je crois qu'avec ce mouvement, et quand on écoute Valérie, son témoignage de tout à l'heure, on a vraiment besoin de tout un tas de compétences qu'aujourd'hui, on n'a peut-être pas encore, et qu'on a besoin de s'enrichir justement aujourd'hui dans l'entreprise. Donc il ne faut pas se cantonner en disant « Ah, je ne suis pas ingénieur, je ne peux pas candidater ». Au contraire, aujourd'hui, on s'ouvre beaucoup plus et on a besoin de ces compétences un peu différentes, de ces histoires de parcours, de formations vraiment différentes. Donc, ouais, pardon, je voulais juste compléter. Si justement on est très intéressé par tous ces sujets liés au développement durable, est-ce que vous conseilleriez aux jeunes qui nous regardent de faire peut-être un master en particulier très spécifique, ou c'est pas forcément nécessaire? Alors, moi je dirais que ce n'est pas forcément nécessaire. Moi, avant de recruter un CV, je recrute une personne. Et je pense que Franck sera d'accord avec ça. On recrute des gens passionnés, très souvent des gens qui ont une ou deux formations, c'est-à-dire ils ont plusieurs fers au feu. Je recrute aussi des gens qui ont fait des reconversions. Et dans ma direction, vous avez aussi bien des écologues que des gens qui ont fait une école de commerce, que des ingénieurs, que des gens qui ont fait architecture ou des gens qui ont fait Sciences Po. Donc ça, c'est assez intéressant parce que nous, la pensée unique, si vous voulez, ne convient pas au développement durable. J'ajouterais également, puisque vous avez demandé quel était le soft skill, il faut partager le dossier. C'est-à-dire que chez nous, personne n'est propriétaire du dossier. On travaille en gestion de projet, très transversal. Je sais que très souvent, c'est un sujet un peu à la mode, mais chez nous, c'est vraiment comme ça. Donc, moi, quand je recrute un jeune, je lui dis tout le temps qu'on assurera son employabilité. Et donc, tout au long de son parcours, il pourra être amené à travailler sur des sujets extrêmement différents, avec des équipes très différentes. On a aussi nos propres formations, je pense notamment au Master Bioterre, qu'on a créé il y a plus de 10 ans avec Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et qui traite, par exemple, des interactions entre la biodiversité et les grands métiers du BTP. Ça, c'était une première. Actuellement, il est très très bien classé dans les classements internationaux des masters au niveau européen, et ça fait partie, vous voyez, des formations qui peuvent être accessibles. Franck travaille actuellement, Franck nous a attrait dans ce dossier, mais sur une chaire de génie écologique à l'École supérieure des travaux publics, qui sort des ingénieurs où nous recrutons beaucoup, le STP. Donc vous voyez, on peut être chez Eiffage avec des formations plurielles qui nous intéressent, et puis en refaire pendant son parcours de salarié. Je pense que c'est comme ça qu'on peut le présenter. Bravo. Bon, alors j'ai une stat qui est assez étonnante à vous donner. 2/3 des 18-25 ans ont l'impression de devoir changer de personnalité en entretien pour faire bonne impression. Alors déjà, vous en pensez quoi de cette statistique? Je ne la connaissais pas, j'ai été plutôt étonné finalement de la voir. Il ne faut surtout pas changer. Non, il faut venir comme vous êtes. Être curieux, poser des questions, je suis un peu étonné parce que finalement, ce n'est pas nécessaire. Autant il faut forcément préparer son entretien, connaître son CV, son parcours, exprimer ses motivations. Mais non, il ne faut pas changer. Il faut vraiment être là naturel et poser un maximum de questions. Autant, et on peut avoir un discours un peu policé, je trouve, avec les RH. Par contre, quand on est au contact d'opérationnels, tel Valérie, tel des gens finalement qui sont en production, quel que soit le métier, à partir de là, il faut être curieux, poser 1000 questions, parce que cet entretien est tellement important par rapport à sa carrière. C'est vraiment celui-ci qui va permettre à un jeune de décider et puis de s'engager par rapport à l'entreprise. Bon, merci à tous les deux pour tous ces conseils précieux qui, j'espère, aideront les jeunes qui nous regardent à préparer leur candidature. D'ailleurs, si vous qui nous regardez, vous souhaitez découvrir les offres d'emploi disponibles chez Eiffage et tenter votre chance, rendez-vous sur le site jobs.eiffage.com. Allez, Valérie, Franck, il va nous rester quelques instants ensemble pour donner votre mot de la fin. C'est l'heure du last but not least. Valérie, Franck, vous avez carte blanche pour clôturer cette émission. C'est à vous. Le développement durable, ce sont des espèces protégées en voie d'apparition. C'est ce que m'a dit un de mes patrons il y a quelques années, et franchement, c'est d'une vérité absolue. Donc voilà ce que je dis aux jeunes, travaillez dans la RSE, le développement durable, vous ferez partie de cette cohorte d'espèces protégées en voie d'apparition. Très belle formule. Franck, du coup avec tout ce que vous avez entendu, curiosité, ouverture d'esprit, aller à la recherche, innovation, partage. Pas de focus sur un métier, mais surtout venez découvrir finalement ce qui existe au sein d'Eiffage. Il y a 1000 choses à faire et dans la durée, et c'est vraiment très important. Vous avez forcément un espace qui pourra vous être réservé.
Bon, eh ben merci beaucoup encore une fois à tous les deux d'avoir participé à ce nouveau numéro de Unlocked. J'espère que ça a été pour vous, ça va? C'est parfait. Bon, Parfait. eh ben super. Merci également aux étudiants qui nous ont suivis jusqu'au bout. N'hésitez pas à nous envoyer vos réactions, que ce soit sur la chaîne YouTube de Job Teaser ou encore sur Instagram, jobteaser_fr. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et à très vite pour de nouvelles émissions Unlocked. Ciao, ciao!